Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission L'Entretien. Aujourd'hui, le constat est sans appel. La biodiversité est en chute libre. De nombreux animaux et plantes disparaissent à un rythme encore jamais égalé. La disparition de la biodiversité est en train de provoquer des effets graves sur les moyens de subsistance, l'économie et la qualité de vie des populations humaines. On parle même d'extinction de masse. Quelles sont donc les menaces qui pèsent sur la biodiversité et que faire pour la restaurer? On en parle avec Isdine Akambi. Il est environnementaliste, aménagiste. Bonjour monsieur et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour madame Agnambossou, c'est un honneur pour moi d'être ici sur ce plateau. Et déjà avant de parler de la biodiversité, il faut déjà chercher à savoir ce que c'est. Qu'est-ce que la biodiversité? Bon, la biodiversité, pour définir de façon simple à toute personne pour comprendre, c'est ce que vous et moi nous avons prélevé aujourd'hui de la nature pour pouvoir être en forme ce matin. On a mangé, on a pris notre petit déjeuner et on a pris peut-être du thé, on a pris une bouillie, on a prélevé ces produits de la nature. Et cette nature est composée d'une certaine forme de vie. Donc, dans biodiversité, nous avons déjà bio qui signifie la vie et diversité qui manifeste une certaine variabilité au niveau des espèces, au niveau des écosystèmes qui maintiennent ces espèces-là et également les interactions qu'il y a entre ces espèces. Et donc, il y a trois formes, il y a trois niveaux qu'il faut voir en parlant de biodiversité. Nous avons le niveau, déjà, quand je parle d'écosystème, c'est le niveau écologique, l'habitat qui permet, qui favorise la vie ou l'existence de cette vie-là. Et nous avons le niveau où il y a le niveau spécifique. J'ai parlé tout à l'heure, j'ai dit il y a des espèces qui existent de façon différente. Il y a plusieurs espèces, il y a une multitude d'espèces. Nous avons les espèces animales, végétales, nous avons les champignons, nous avons les bactéries. Et tout cet ensemble, dans leurs différentes interactions, permettent à un certain nombre d'espèces de pouvoir jouer leur fonction au niveau de la vie. Et donc, il y a également le niveau genre. Le niveau genre, c'est quand on prend par exemple une espèce ou quand on prend l'espèce homme, nous savons qu'il y a des Africains, il y a des Asiatiques, il y a des Chinois. Et avec chaque type d'Africain ou Asiatique, il y a des caractères qui nous distinguent. Et ces caractères se retrouvent dans les gènes qui sont au niveau de ces espèces-là. Donc, il y a ces trois dimensions qui caractérisent les différentes interactions qu'il y a au niveau de la biodiversité et cette variabilité au sein d'une espèce et au sein des espèces qui créent la vie au niveau de la nature. Voilà. Et tout ce que vous avez cité tout à l'heure, ces espèces-là sont aujourd'hui menacées de disparition. La biodiversité est en perte. Selon vous, quelles sont les menaces qui pèsent sur cette biodiversité? Les menaces qui pèsent sur cette biodiversité, déjà, quand je vous ai dit, on prélève suffisamment de cette biodiversité pour nos besoins. La biodiversité joue fondamentalement 4 rôles au niveau de notre vie sur Terre. Il y a la fonction de soutien que la biodiversité joue. Quand vous voyez les agriculteurs qui vont faire leur champ quelque part, si la terre n'est pas fertile à un endroit donné, tu ne vas pas voir un producteur s'y mettre. Et cette terre est fertile à cause d'un certain nombre de dynamiques existantes. Avant, je me rappelle, quand on était plus jeune, quand on soulevait des morceaux de briques, on voyait des vers de terre régulièrement. Et ces vers de terre avaient leur fonction au niveau du sol pour pouvoir permettre ameubler le sol, pour permettre que les substances qu'on apporte au niveau du sol soient facilement distribuées au niveau des semences pour donner de la valeur à la semence. Donc, il y a ce rôle de soutien. Il y a ce rôle que la biodiversité joue. Il y a des plantes, par exemple, qui permettent de fisser le sol. Et en fissant le sol, ça évite, par exemple, que la quantité de soleil qui doit frapper le sol ne tape pas le sol, ou la quantité d'humidité qui doit venir sur le sol pour permettre à une culture de bien croître. Cette quantité est fissée au niveau du sol et le sol évite moins d'être érodé.
Donc il y a cette fonction de soutien que la biodiversité joue. Mais la principale fonction également d'approvisionnement, je l'ai dit tantôt, on prélève de cette biodiversité pour notre suivi au quotidien. On va dans les forêts, par exemple, on prend un certain nombre d'arbres, hein, et quand vous plantez chez vous même à la maison, vous avez un arbre de caïcédra, que nous appelons le Caia sénégalensis. Quand vous l'avez chez vous déjà, même quand vous n'êtes pas là, vous venez, vous voyez, les gens viennent prélever de ce arbre-là. Ça, c'est pourquoi? C'est pour faire de la tisane, c'est pour leurs différents besoins dans la médecine. Vous voyez, donc c'est un besoin d'approvisionnement au quotidien. C'est un besoin également pour notre plaisir. Nous allons dans les parcs. Parfois, vous allez voir les gens qui viennent à l'aéroport ici chez nous, mais qui sont obligés de faire près de 700 km pour aller visiter nos parcs. Oui. Pour aller visiter le parc. Et ça, c'est pour aller voir quoi? C'est pour aller voir comment est-ce qu'il y a une énorme quantité d'animaux qui sont là, ou la diversité au niveau des espèces d'oiseaux qu'on veut voir seulement au niveau du parc. Au moins 300 espèces d'oiseaux seulement dans le parc, tu peux la voir. Donc, du coup, ils sont contents d'aller dans le parc pour leur loisir, pour leur plaisir. Ça, c'est une autre fonction, hein, de la biodiversité. On peut parler de fonction économique parce que quand même, ça favorise le tourisme. Exactement, exactement. Donc, c'est une fonction vraiment esthétique, c'est une fonction... Ça permet de créer le loisir, ça permet de donner du plaisir à ses yeux, à ses organes. Et donc, ça, c'est un type de fonction. Le quatrième type de fonction, c'est sa fonction de régulation. Okay. Vous savez, aujourd'hui, surtout que tout le monde parle de changement climatique, nous sommes à l'ère où les arbres ont leur fonction, parce que les arbres stockent suffisamment du carbone. Et le carbone, c'est ce dont nous ne voulons pas au niveau planétaire, puisque ça participe au réchauffement climatique. C'est un gaz à effet de serre. Et nos plantes les stockent suffisamment. Et donc, ces arbres-là, par leur fonction, régulent la quantité de pollution qui est dans l'air. Vous voyez, donc c'est une fonction de régulation. Et l'eau qui est polluée, quand il y a un certain nombre de plantes, vous allez savoir, il y a des plantes qui régulent automatiquement la fonction qui est pure, l'eau. Nous allons parler par exemple de la jacinthe d'eau, qui sont néanmoins des plantes envahissantes, mais qui ont également des rôles auto-épurateurs de l'eau. Donc dans ces fonctions-là, vous allez voir, la biodiversité joue une certaine multiplicité d'activités qui permettent à nous, hommes, éléments également de la biodiversité, de pouvoir survivre. Voilà. Donc, en termes de menaces, je reviens sur la question. La menace qui pèse surtout au niveau de la biodiversité. Il y a 5 grandes menaces. Ça dépend des catégories d'acteurs. Okay. Il y a l'Union internationale pour la conservation de la nature qui a catégorisé des menaces. Il y en a principalement 12, mais il y a des menaces, ça c'est des menaces de type 1 qu'ils appellent. Et maintenant, au sein de chaque menace de type 1, il y a des sous-menaces, des menaces de type 2. La première menace qu'on peut catégoriser, surtout dans notre contexte africain, où nous sommes dans un besoin de production énorme agricole, c'est la menace liée à l'agriculture et l'exploitation agricole de façon générale. Et ça, c'est lié à quoi? Aujourd'hui, nous travaillons beaucoup plus sur les surfaces étendues. Nous produisons en monoculture. Il y a plein de types de cultures que nous produisons au niveau du pays ou au niveau Afrique aujourd'hui et qui utilisent suffisamment de surface et qui ne veulent que du soleil pour pouvoir avoir le rendement qu'on veut. Et à ce titre-là, nous sommes obligés d'occuper plus d'espace. Oui. Nous sommes obligés par moment de rentrer dans des zones naturelles, dans des habitats naturels, dans des forêts. Et si vous voulez, vous pouvez faire votre petite enquête. Il y a des forêts aujourd'hui. Quand vous rentrez dans ces forêts, vous ne verrez que des champs de production agricole. Vous voyez. Et donc, il est important de voir dans quelle mesure on travaille pour améliorer le rendement au niveau de la production du sol, plutôt que d'étendre les superficies monoculture intensives que nous produisons. Donc ça, c'est déjà au niveau de l'agriculture un type de menace qui pèse sur la biodiversité. L'autre menace, toujours dans le secteur de l'agriculture, qu'on peut voir, ce sont les utilisations, les éléments qu'on utilise pour produire même au niveau... Les engrais, les pesticides. Exactement, les intrants qu'on utilise de façon globale pour produire. Il y a des intrants
qui sont apportés directement à nos producteurs au niveau de certaines régions pour préparer leur champ, pour faire, par exemple, on a dit qu'on a besoin de suffisamment de surface. Oui. En un temps record, on leur apporte des intrants qui leur permettent d'épandre sur les surfaces, des herbes et consorts. Et quelques temps après, ils peuvent faire leur activité. Mais le risque, c'est que dans cette diversité d'espèces végétales existantes, il y a des espèces aujourd'hui qu'on ne retrouve plus. Je me rappelle, quand nous étions petits, il y avait les chiens-dents qui nous déchiraient un peu la main là. Le chien-dent, on prenait le chien-dent, on faisait un petit jeu, on dit on va attraper les oiseaux. Aujourd'hui, on ne trouve plus de chien-dent dans certaines zones agricoles. Nos enfants ne connaîtront plus ces espèces végétales-là, par exemple. Et c'est lié, par exemple, à ce type d'utilisation, de production agricole chez nous. L'agriculteur, pour avoir plus de surface, épand, et les herbes sont parties, et après il peut préparer son champ et produire. Et c'est constaté au niveau de la recherche. Il y a la recherche qui travaille suffisamment sur un certain nombre de spécifiques. Le deuxième type de menace dans notre contexte au niveau africain, au niveau béninois, c'est l'urbanisation. L'urbanisation, vous n'êtes pas sans savoir que la population augmente. On a besoin d'un toit, on a besoin de s'installer et on occupe anarchiquement des zones qui sont des espaces, les marécages, les zones humides, qui sont des zones d'importance internationale. Nous en avons 4 et je pense qu'aujourd'hui, il y a 2 autres qui sont en étude pour être constituées. Nous utilisons ces zones humides-là pour nous abriter, pour nos différentes voies qu'on veut faire, pour avoir accès à certaines zones, et ainsi de suite. Et donc, ces zones humides sont suffisamment occupées. Ces zones qui sont des habitats spécifiques pour des espèces très stratégiques sont occupées. Donc, ça constitue également une très forte menace. Et on ne peut pas citer toutes les menaces, sinon le temps est parti. Et quand on parle de biodiversité, quel est l'état des lieux au Bénin alors? L'état des lieux au Bénin, il faut dire qu'il y a plusieurs instruments qui établissent l'état de la biodiversité au Bénin. Le Bénin sort souvent son rapport national sur l'état de la biodiversité. Nous en sommes à notre 6e ou 7e rapport, si je ne me trompe, et qui recense les différentes espèces au niveau des mammifères, au niveau des insectes, au niveau des reptiles, des oiseaux, le nombre d'espèces que nous avons et également l'état de ces espèces-là. Et récemment, pour donner quelques chiffres au niveau du récent rapport qui a été élaboré par le laboratoire d'écologie appliquée avec l'appui de l'Union internationale pour la conservation de la nature dans le cadre du projet de facilitation d'engagement pour la biodiversité. Ils ont recensé près de 2800 espèces végétales, inventoriées, 2800 espèces végétales. Mais je tiens à vous dire, dans les 2800 espèces, il y a au moins 106 espèces qui sont menacées. Je ne veux pas rentrer dans les types de menaces parce que quand on veut les classifier, il y a les espèces qui sont en voie d'extinction, il y a des espèces qui sont vulnérables, il y a des quasi-menacées, il y a cette catégorisation-là. Mais nous, on regroupe les 4 types-là pour dire qu'il y a au moins 106 espèces qui sont vraiment menacées. Au niveau des espèces végétales. Au niveau des oiseaux, il y a des travaux de scientifiques qui sont également faits. Je vais citer par exemple le docteur Loubeillon, qui est vraiment sur cette thématique des oiseaux, on a recensé au niveau du territoire près de 600 espèces d'oiseaux, dont vraiment au moins 179 espèces qui sont également menacées. Ça, c'est pour donner des exemples typiques des espèces qui sont menacées. Quand on prend les mammifères, dont nous faisons partie, les mammifères, ils ont recensé près de 157 espèces de mammifères au niveau du territoire. 157 espèces de mammifères, dont 58 vraiment menacées. Vous voyez un peu le rythme. Et pour donner un exemple de cette espèce, qui sont des espèces qu'on appelle les espèces chapeaux, nous avons le singe à ventre rouge, qui est le Cercospithecus erythroblaster. On ne retrouve plus du tout au Bénin? On les retrouve, ce sont des espèces qui sont vraiment endémiques chez nous. C'est la spécificité chez nous, c'est que nous avons cette espèce-là, mais aujourd'hui, elle est hyper menacée et son habitat est en train d'être réduit. Et c'est justement ce qu'on voit sur l'écran. Exactement, c'est le Cercospithecus erythroblaster qu'on appelle ici le zinkaka. Le zinkaka qu'on retrouve dans
dans le Gap du Bénin là. Et c'est une espèce qui est une espèce chapeau chez nous, qui identifie vraiment qu'il y a des menaces sur les espèces au niveau du Bénin. Et voilà, donc, pour donner quelques exemples des chiffres de ces espèces, de quelles sont les espèces qui sont menacées, voilà un peu ce que je peux apporter. Comme explication, la biodiversité, elle est menacée. Qu'est-ce qu'il faut faire alors pour la restaurer ou bien pour limiter les dégâts? Pour restaurer la biodiversité ou pour limiter les dégâts, je crois qu'il y a déjà au niveau international beaucoup d'instruments. Il y a des instruments qui sont ratifiés. Il y a la Convention sur la biodiversité, qui est une convention auquel le Bénin a adhéré, ratifié, et qui met en place un certain nombre d'outils, dont je parlais tout à l'heure des inventaires. Parce que quand tu ne sais pas l'information sur le sujet, tu ne sais pas comment il faut préserver le sujet. Donc cette convention, au niveau du Bénin, qui est logée au niveau de la Direction générale des eaux et forêts et chasses aujourd'hui, travaille à outiller la communauté sur les informations liées à la biodiversité. Mais il y a également des études qui ont été élaborées aujourd'hui, également par le LEA, en s'inspirant d'un certain nombre d'outils qu'on a appelé l'outil STAR. L'outil STAR qui révèle s'il faut travailler sur les questions de restauration des habitats ou travailler sur les menaces qui pèsent sur la biodiversité. Et les conclusions de cet outil au niveau du Bénin montrent qu'il faut vraiment travailler sur les questions de réduction des menaces. Okay. Réduction des menaces parce que ça montre à 79% que les menaces contribuent fortement à la perte de la biodiversité au Bénin. Et ces menaces, je vous ai dit tantôt, les secteurs qui sont visés, les secteurs qui pèsent beaucoup plus. C'est surtout l'agriculture. L'agriculture, l'exploitation forestière, l'installation, l'urbanisation au niveau des villes, des zones périurbaines. Donc voilà un peu les secteurs, les orientations qu'on doit prendre. Mais également au niveau du territoire, il y a beaucoup d'initiatives, aussi bien au niveau de l'institutionnel que des organisations non gouvernementales qui sont beaucoup plus hyper actives sur la protection directe, la conservation même des espèces. Vous allez entendre Éco-Bénin sur la question de protection des zones de mangrove, création des aires communautaires de conservation de la biodiversité, qui sont des noyaux qui doivent nourrir un peu les autres zones qui existent. Vous avez, au niveau de la réserve de biosphère du Mono, par exemple, il y a des aires communautaires de conservation qui sont créées. Et au sein de ces aires communautaires de conservation, dont par exemple au niveau de la Bouche-du-Roi, il y a au moins 6 noyaux qui sont des zones vraiment intactes. Aucune activité n'est permise là pour permettre à la biodiversité de se retrouver dans son confort, de se reproduire comme il faut et maintenant peut... Et pour empêcher même les populations d'intervenir dans ces zones, on a sacralisé certaines... Exactement. Donc ça, c'est des pratiques pour sécuriser ces zones qui sont des habitats, des zones d'habitat pour réduire la menace. Il y a d'autres organisations qui sont sur des thématiques très spécifiques, l'éducation environnementale, pour que les enfants aujourd'hui prennent plus conscience de ce que la biodiversité est, les tortues marines avec nature tropicale. Il y a plein de dynamiques au niveau national. Mais également l'État, à travers des bonnes pratiques qu'ils apportent au niveau des secteurs. Vous allez entendre, il y a des projets aujourd'hui qui sont en train de travailler sur comment est-ce qu'il faut apporter des pratiques agroécologiques auprès des producteurs pour améliorer les rendements au niveau de leur production, au niveau du sol. Et ces pratiques-là, il y a des institutions de recherche qui travaillent dessus. Et je peux parler de l'IRC Filière Coton qui travaille sur les différentes technologies qu'on peut apporter aux producteurs pour améliorer leur rendement de production. Au lieu d'utiliser plus de surface, comment on utilise moins de surface pour pouvoir avoir le rendement escompté et les projections au niveau national. Et comme solution également au déclin de la biodiversité, il y a également le projet BioDev 2030. De quoi retourne exactement cette initiative? Voilà, le projet de facilitation d'engagement pour la biodiversité, donc on entend bien facilitation d'engagement pour la biodiversité, c'est un projet qui intervient vraiment dans 16 pays, dont 4 en Afrique de l'Ouest, le Bénin, le Burkina, la Guinée et le Sénégal. Et ce projet vise vraiment à travailler avec le secteur privé, à dialoguer avec le secteur privé, qui est un acteur prépondérant qui jouit pleinement de la biodiversité, des fruits de la biodiversité. Et donc, ce dialogue-là doit passer par des arguments scientifiques pour leur montrer vraiment les types de menaces qui pèsent sur la biodiversité et les amener dans le dialogue à
avoir des engagements volontaires au niveau de leur secteur pour réduire les menaces sur la biodiversité. Et donc, au niveau du Bénin, les sous-secteurs qui sont vraiment ciblés, c'est le secteur du riz, la production du riz, le secteur de la production du soja, la production du coton. Au vu des perspectives au niveau national de production de ces filières-là, et également l'exploitation forestière, nous avons également remarqué que nos écosystèmes forestiers ont drastiquement diminué. Donc, il faut forcément qu'on travaille avec les acteurs du secteur bois d'œufs surtout, et également de la sylviculture. Donc, voilà l'essence même du projet. C'est un projet de dialogue qui va amener à prendre des engagements volontaires, mais structurés avec les acteurs du pays. Et quelle stratégie sera adoptée par rapport à ce projet? La stratégie qui est adoptée, elle est tout à fait simple. C'est comme je vous ai dit, c'est travailler avec les acteurs privés, mais ne pas occulter tous les autres acteurs qui vont faciliter, comme les hommes de médias, qui ont été suffisamment impliqués à travers les outils qu'il faut comprendre un peu la biodiversité, mais également l'État qui va faciliter à travers des lignes directrices claires pour orienter ce type de production-là. Et quels bénéfices pour les pays pilotes? Les bénéfices qu'on a pour les pays pilotes, c'est déjà qu'on sécurise davantage notre biodiversité, qui est très importante pour les générations futures, pour les engagements qu'on a pris au niveau national et international, et sécuriser un certain nombre d'espèces aujourd'hui qui sont hyper menacées. On voudrait que les générations futures viennent les voir, en profitent et que l'économie prospère dans la durabilité. Et quand on parle de biodiversité, vous êtes un homme de terrain, vous travaillez avec les communautés à la base. On est allé sur le terrain, on a vu un peu ce qui se passe. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les actions menées par les organisations non gouvernementales sont satisfaisantes aujourd'hui sur le terrain pour préserver cette biodiversité? Il faut commencer, je pense qu'il faut commencer par remercier ces organisations non gouvernementales parce que quand vous allez vraiment sur le terrain, vous voyez les grands efforts qu'ils font avec très peu de moyens. Moi, je vous l'assure, avec très peu de moyens, ils font de grands efforts et ils arrivent vraiment à inculquer à la base un certain nombre de dynamiques. Aujourd'hui, dans ces zones, dans la plupart des zones où ces organisations travaillent, on sent que la communauté commence par être consciente du fait qu'ils sont dans un milieu qui est un milieu d'intérêt national et international. Ça, c'est déjà un avantage. Aujourd'hui, quand j'ai dit la réserve de biosphère du Monoro, c'est tout un processus qui a démarré depuis 2013, qui a abouti en 2017 à être reconnu par le MAB UNESCO. Aujourd'hui, la façade de la Bouche du Roi qui dispose également de cette réserve, qui dispose également de l'aire communautaire de conservation de la biodiversité, avec sa façade maritime, a convaincu le pays et a convaincu la plateforme internationale. Aujourd'hui, nous avons 2 aires marines protégées. Et ça, c'est aussi une autre ouverture de mobilisation de ressources. C'est une autre ouverture pour bien structurer les acteurs au niveau des différents segments qu'il y a au niveau de ce territoire-là et les accompagner davantage. Donc, on peut faire du développement durable, mais développement durable orienté vers la conservation. Et c'est vrai que la grande question qui se posait, je me rappelle, depuis qu'on était à l'école, on nous demandait, mais comment est-ce qu'on veut retrouver les ressources pour faire de la conservation si la conservation ne ramène pas des ressources pour s'auto-financer? Et donc, c'est là l'épine. Et il faudrait qu'on trouve les moyens pour pouvoir le faire à travers, par exemple, la promotion de l'écotourisme, mettre en place des dynamiques qui permettent de protéger ces zones-là, qui sont aussi, je vous l'ai dit tantôt, il y a d'autres fonctions dont on peut profiter, d'autres fonctions, l'attractivité des sites. On peut profiter de ces fonctions-là pour rentabiliser et pour que les populations gagnent leur pain. Monsieur Izdine Akambi, la conservation de la biodiversité, c'est un défi pour tous, pas seulement pour les communautés. Un conseil alors pour que chacun, autant que nous sommes, on puisse faire quelque chose pour préserver cette biodiversité. Un conseil, c'est que dans tous nos comportements ou dans tout ce qu'on fait, il faut qu'on pense à réduire au maximum notre consommation. Moi, je peux le dire ainsi. Déjà, quand on se lève, on veut aller se laver, on a une quantité d'eau qu'on utilise. Déjà, si on commence déjà par de chez nous à réduire cette quantité de consommation aussi bien, d'utilisation des ressources naturelles chez nous, ça va beaucoup aider à réduire les menaces sur la biodiversité. Si les gens
qui utilisent le bois de chauffe qu'on nous amène, si on nous amène les bois de chauffe et que nous, dans nos ménages, on en consomme suffisamment, on encourage le prélèvement. Si on a d'autres alternatives pour réduire l'utilisation de ces bois-là, on aurait déjà contribué à quelque chose. Donc, dans tous nos efforts, dans toutes nos activités, dans notre mode de consommation, on doit penser à la biodiversité, on doit s'engager. L'engagement doit être volontaire et personnel avant qu'on aille vraiment vers les engagements communs. Merci beaucoup à vous. Merci, madame. Mesdames, messieurs, voilà, ce sera tout pour cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt.